Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, même si encore une fois, ce ne sont pas pour des bonnes choses, des bonnes nouvelles, mais il faut en parler, il faut continuer de dénoncer tout ce que nos enfants peuvent subir, tout ce que nous pouvons subir aussi au travers de toutes ces doctrines, toutes ces folies. Je n'ai pas d'autres mots. J'espère quand même que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes le mercredi 26 février 2025 déjà. Et ce soir, nous allons recevoir Marion Sigaud, qui est historienne, conférencière et écrivain. D'ailleurs, nous allons parler de la réédition de son livre « La Marche rouge » qui aborde le sujet, une fois n'est pas coutume, parce qu'elle en a déjà parlé beaucoup, parce qu'elle est très engagée pour la protection et vraiment la réelle défense des enfants. Et donc, la Marche rouge, nous allons en parler ce soir et nous allons parler des prémices de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Marion Sigaud, bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté encore une fois mon invitation. C'est toujours un honneur de vous avoir et merci infiniment pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous dénoncez depuis toutes ces années. Merci Lise, merci de m'accueillir. Merci à Eric Montana et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis également contente d'être là. Vous savez, je suis toujours contente qu'on me tende le micro. Moi, mon grand problème, mon grand souci toutes ces dernières années, c'est que les médias mainstream ne me donnent jamais la parole. Donc voilà, ça c'est largement compensé, enfin largement, je ne sais pas, en tout cas c'est compensé par l'intervention de tous les médias alternatifs. Donc je suis toujours très reconnaissante aux gens qui me donnent la possibilité de m'exprimer là où les grands médias ne veulent pas. Mais les grands médias ne veulent pas d'une façon générale ceux qui disent la vérité. Hein, sinon, ils mettraient moins de menteurs pour occuper les écrans. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans tout votre travail justement d'historienne, hein, que j'ai, vous le savez, suivi, que je suis à chaque fois que vous sortez une nouvelle émission aussi, parce que vous intervenez quand même assez régulièrement et sur beaucoup de médias indépendants, effectivement, c'est que vous avez fait ce travail de déconstruire et de remettre la vérité effectivement dans tout, et notamment la Révolution française déjà, et tout ce qu'on a pu apprendre. Et là, ça bouscule, hein, vraiment, ça remue. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, ce que je ressens à chaque fois, de se dire, mais depuis tant d'années, tout ce que j'ai appris à l'école, tout ce que mes parents m'ont appris, m'ont transmis, en fait, c'était faux. Et ça, c'est violent, c'est très violent. Oui. C'est violent, c'est très traumatisant. Je pense que c'est ça qui sépare les gens de la vérité, c'est le choc que représente le fait d'avoir cru au mensonge. Le mensonge, il est proféré pour être cru, donc c'est normal de croire les mensonges, c'est normal de croire ce que les gens vous racontent. Si on devait mettre en doute systématiquement ce que les gens disent, on ne pourrait pas vivre. Donc il y a un aspect complètement traumatisant de découvrir que des choses importantes qu'on a cru vraies et qu'on a prises pour importantes pendant des années sont le fruit du mensonge. Surtout si c'est un mensonge qui a été proféré par des gens pour qui on a de l'estime, de l'affection et duquel on attend une protection. En l'occurrence, les mensonges d'État, c'est pas moins traumatisant que le mensonge de papa, hein. Parce que l'État, même s'il n'est pas notre père, il a quand même une espèce de fonction au moins symbolique d'être là pour nous protéger. C'est d'ailleurs sa raison d'être, hein. L'État est là pour protéger les citoyens. Et comprendre que l'État est notre ennemi, c'est très traumatisant, c'est très traumatisant. Et je pense que la résistance de la population à la compréhension totale et globale de tout le mensonge dans lequel nous vivons, c'est ça. C'est la peur de souffrir, c'est pas le refus de la vérité, c'est la peur de souffrir. Et les vérités sont objet de souffrance, sont cause de souffrance. Découvrir une vérité cachée pendant très longtemps, c'est une cause de souffrance. Alors ça peut être également une cause de libération. Moi, pour parler de mon livre, alors La Marche rouge, hein, puisque c'est de ça qu'on parle là. C'est la 3e, 4e édition de ce livre. Maintenant, je le fais en auto-édition. Hein, c'est un livre maintenant qui paraît chez Book Édition. C'est la première fois donc que je vais maîtriser ce qui se passe à partir de mes écrits. C'est un livre, ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire. Justement par rapport aux mensonges, effectivement, et du coup… Oui, je voulais dire que les mensonges que j'ai découverts dans La Marche rouge ont été au contraire apaisants pour moi. Ça a été très apaisant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que ce que j'ai découvert de plus sidérant en faisant cette étude, c'est que tout ce qu'on m'avait raconté sur l'Église était un mensonge. Et je tenais beaucoup à mes grands-parents, j'avais énormément d'affection pour mes grands-parents qui étaient très pieux, et tout ce que j'apprenais à l'école entrait en dissonance avec ce que me disaient mes grands-parents. Alors mes parents c'était différent, à la fois ils n'étaient pas aussi pieux que mes grands-parents l'ont été, et j'avais une relation autre avec mes grands-parents, il y avait vraiment quelque chose ils représentaient symboliquement quelque chose de très très important. Et déplaire à mes grands-parents en tenant un discours républicain,
ça me faisait pas plaisir, ça me faisait pas plaisir. Alors, mes grands-parents sont morts avant que j'ai opéré ce retournement, mais je pense très très souvent à eux, et je me souviens d'une petite grand-mère qui me disait, mais est-ce que tu crois que le roi, il était si méchant? Est-ce que tu crois que les aristocrates, ils étaient si méchants? Est-ce que tu crois que les révolutionnaires, ils étaient si gentils? Elle essayait toujours de modérer un peu mon discours qui était très pro-républicain, ce que j'apprenais à l'école, quoi. Et alors, pour revenir à l'aspect traumatisant de la vérité, ben moi, la vérité, quand j'ai découvert la vérité sur l'Église à cette époque-là, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, j'ai été au contraire tout à fait rassurée. C'est-à-dire que plus j'avançais dans mes recherches, plus je me rendais compte que celui qui avait le mauvais rôle, c'était pas le curé, c'était l'anticlérical. Et ça a été véritablement pour moi une découverte absolument sidérante, sidérante, sidérante. Un jour, j'ai dit, mais enfin, c'est l'archevêque qui a raison. Il y avait la guerre entre l'archevêque et les juges. Bon, moi, j'ai appris à l'école que les juges sont les gentils et que l'archevêque, c'est le méchant, hein, tout le monde dit ça. Et puis, en étudiant, j'ai dit, mais il est bien, cet archevêque. Il est bien, mais il dit la vérité. Mais pourquoi les autres mentent comme ça? Et puis, c'est comme ça qu'en tirant sur le fil, j'ai détricoté tous les mensonges de la période. Et puis après, tout est dégringolé. Donc, ça a été une confrontation avec la vérité qui a été pour moi plutôt apaisante. C'était pas la même chose concernant la Révolution française. J'ai été vraiment, pendant très longtemps, très attaché aux les mouvements de foule de la Révolution française. J'en avais des tremblements, je trouvais ça magnifique. La marche des femmes sur Versailles, ça me donnait des frissons. Tu parles. Oui, parce qu'en fait, ça donne effectivement de l'élan, de l'espoir, du courage aussi. Oui, et puis on aime s'assimiler à ces gens. Oui, on est fiers. Moi, j'étais fière d'être l'héritière que je croyais être, d'être ce que je croyais être l'héritière de foules magnifiques, alors qu'en fait, les foules, non, elles n'étaient jamais magnifiques, elles étaient manipulées. Les foules étaient manipulées. Bon, quand j'ai commencé à étudier toutes les manipulations du duc d'Orléans, il envoyait des sbires avec de l'argent plein les poches en disant allez recruter des gens là-bas, faites-les venir ici, en leur disant que c'est open bar. Open bar, c'est une expression d'aujourd'hui, hein, mais qu'on les couvre et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qu'on les couvre et tout. Je veux dire, toutes les exactions de la Révolution, elles ont toutes été organisées comme ça. Elles étaient toutes organisées comme ça. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Et moi, de me rendre compte que le peuple n'a jamais eu, enfin, c'est le peuple qu'on nous a présenté comme les bons, que c'était les mauvais et que les vrais, les bons, avec mes critères d'aujourd'hui, c'est les Vendéens et les Bretons. Et puis les Lyonnais, enfin tous ceux qui se sont élevés contre la Révolution, c'était en fait des gens qui avaient une morale, qui avaient véritablement un idéal, alors que les autres, ils cassaient tout, ils brûlaient tout, ils cassaient, c'est dégueulasse. La Révolution, c'est un déchaînement de violence, de cruauté et de barbarie, c'est effroyable, c'est effroyable. Et je l'ai tellement aimé, cette Révolution, je l'ai tellement chérie pendant toute ma jeunesse. C'est fou, hein, c'est fou. Alors, j'ai pas chéri le XVIIIe siècle de la même manière. Donc, voir la vérité pour le XVIIIe siècle, ça a été quand même infiniment plus facile. Mais j'ai découvert quand même des atrocités que je ne m'attendais pas à voir et qu'on m'a quasiment censuré à l'université. Hein. Ça, alors là, moi, quand j'ai dit à l'université, ça a été extrêmement pénible. Hein. Quand j'ai dit à l'université, à la dame qui dirigeait mes études, que les jansénistes étaient au cœur du trafic d'enfants, elle m'a fait comprendre que si je voulais mon diplôme, il fallait que je retire ça. Hein. C'est pas qu'elle me l'a fait comprendre, c'était qu'elle me l'a écrit sur mon mémoire. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus, parce que j'ai conservé tout. C'est intéressant, ça. Vous retirez ça. Vous retirez ça. Pourquoi? Puisque c'est vrai. Non, retire ça. Parce que derrière, voilà, il fallait que je retire tout ce qui disait du mal des jansénistes. Je suis désolé, hein, moi je les ai croisés, je les connaissais pas avant les jansénistes. Hein. Et il fallait tout ce qui disait du mal des Lumières. Moi je suis désolé, les Lumières c'est quoi? Les Lumières c'est des gens qui arrivent en disant vous êtes dans l'obscurité, nous on est la lumière, regardez comme on est bien. Alors on organise le capitalisme sauvage, on tire dans les foules, on oblige les gens pour que le blé puisse circuler librement, pour parler des problèmes des subsistances, pour que le blé puisse circuler librement, il fallait que les paysans qui voulaient sortir de leur village, ils aient un bon de sortie de leur syndic. Ça nous rappelle vaguement quelque chose. Et interdiction de circuler pour les paysans, c'est quoi ça? Ça rappelle quelque chose, hein? Oui, vaguement. Oui. Hein, ça nous évoque quelque chose. Hein? Voilà. Donc, tout ce que j'ai découvert de vraiment affreux sur le XVIIIe siècle, je ne peux pas dire que ça m'a traumatisé, mais je suis quand même un peu tombé de l'armoire. Moi, de voir que les Lumières, c'était des menteurs et des salopards, je n'en revenais pas. Je suis en train de me décoiffer systématiquement. J'ai un ami qui m'a dit, Marion, quand tu parles, arrête de te tripoter les cheveux, t'arrives, t'es bien coiffée, après je fais la même chose et on me l'a dit à chaque fois aussi. Du coup, j'essaie de me tenir, mais c'est pareil. C'est bien de tripoter les types.
Et du Voilà, coup, voilà. comment Moi, vous ce que j'ai découvert d'essentiellement renversant concernant le XVIIIe siècle, c'est que tout ce que, étant petite, j'entendais reprocher à l'Église était nul et non avenu. Nul et non avenu. Par exemple, j'ai toujours entendu dire l'Église a toujours fait de l'ingérence dans les affaires laïques. C'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. L'Église, elle s'occupait de ses affaires et c'était les laïcs qui passaient leur temps à faire de l'ingérence dans les affaires de l'Église. Et c'est comme ça que j'ai découvert le poteau rose de l'affaire de l'hôpital général et que j'ai écrit La Marche rouge. Qu'est-ce que c'est la Marche rouge? La Marche rouge, c'est la révolte en 1750, une révolte parisienne. Les parents se soulèvent, les parents, les grands frères, les familles, hein, c'est les familles qui se soulèvent, parce que la police enlève des enfants. À quel titre? Ils cassaient des vitres, ils faisaient des bêtises, on enlève des enfants, et puis on ne les revoit pas. Ou alors on les retrouve 15 jours après, il faut payer ceci et cela pour les geôliers, pour que les geôliers les rendent. On retrouve des enfants qui ont été torturés, qui ont des marques, qui ont des cicatrices. Alors je n'ai pas trouvé d'histoire de viol hein, dans les arrestations d'enfants, mais enfin bon, j'en soupçonne ailleurs et à un autre moment, mais je veux dire, dans les enfants enlevés qui ont été retrouvés, j'ai pas croisé de choses comme ça. Mais enfin, la police marche dans les rues et rafle des enfants et les envoie en prison. Attendez, les parents se soulèvent. Hein. Les parents se soulèvent. Et toute l'affaire de la Marche rouge, ça a été. Il y a eu pendant longtemps une espèce de version officielle. Alors c'est la version qui a circulé d'une façon générale, c'est que la police, pour se faire de l'argent auprès des parents, rafler des enfants, bon, c'était des exactions de policiers mal embouchés. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les policiers, quand il y a eu un procès en mois de juin-juillet 1750, il y a eu un procès pour apaiser la chose. Et les enleveurs d'enfants ont montré au tribunal les ordres signés du lieutenant général de police leur demandant de rafler des enfants. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire de ces enfants? Je n'ai pas véritablement percé le mystère de ce qu'on voulait faire de ces enfants, mais j'ai compris que, parce que quand on fait une recherche comme ça sur ce qui se passe à Paris, on se rend compte que les enfants qu'on enlève à Paris ne restent pas à Paris. Il y a un mémorialiste de Paris qui raconte dans son journal de cette époque-là qu'il a reçu une lettre d'un ami de Marseille qui lui dit « Est-ce que vous savez ce qu'on va faire de tous ces enfants qui arrivent de Paris ?» Et Marseille, c'est quoi? C'est la porte ouverte vers le Levant. Le Levant, c'est quoi? C'est pas les trafics d'esclaves, peut-être? Il n'y avait pas des Ottomans qui achetaient des... C'est quoi, là? Qu'est-ce qui faisait du trafic d'esclaves en Méditerranée? C'était pas les Ottomans, peut-être? C'est qui? Et c'est pas à Marseille, quand à Marseille ou Toulon qu'on peut les... Hein? C'est quoi cette histoire? Alors, il n'a pas la réponse. Hein? Savez-vous ce qu'on veut faire de tous ces enfants? On nous en annonce 2000. Quoi? C'est pas sur Paris qu'ils ont hein? C'était autre chose, ça veut dire qu'ils en enlevaient ailleurs. À un moment donné, on s'est mis à enlever les enfants à Tire-Larigot en France. Pour les mettre où? Pour les envoyer où? Il y en a qu'on a envoyé aux îles, il y en a qu'on a envoyé au Québec, il y en a qu'on a envoyé en Louisiane, puis il y en a qu'on a envoyé nulle part. Vous avez épluché effectivement tous les registres. Non, c'est là que vous avez fait des... on ne peut pas éplucher tous les registres parce qu'il y en a trop. Ce que j'ai fait une étude exhaustive sur une période de 10 ans. C'est-à-dire que sur 10 ans, j'ai sorti à la Salpêtrière, pas à Bicêtre, parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, mais à la Salpêtrière, qui est l'hôpital général où étaient enfermées les petites filles, et j'en ai fait une partie, j'en ai fait un petit peu à Bicêtre, et j'en ai fait un petit peu à La Couche, et un petit peu à La Pitié, mais pour ce qui concerne les enfants, les petites filles, j'ai fait une recherche absolument exhaustive sur 1747 à 1757. Tous les enfants, les petites filles qui rentrent, qui sortent. À l'hôpital général, c'était une institution alors qui était tenue par les juges. Hein, les juges laïcs. Et, j'ajoute, anticléricaux. C'est-à-dire que la caractéristique des juges de l'époque, enfin des juges actifs de l'époque, parce qu'il y a des juges qui étaient des gens très bien et qui ne faisaient pas de misère à personne, qui faisaient leur travail, mais les juges organisés en coterie absolument odieuse, leur truc c'est on va rétablir l'ordre dans Paris, nous nous occupons de l'hôpital général, nous ne voulons plus de voir tous ces mendiants qui agitent leurs moignons, etc. etc. L'hôpital général est créé pour que tous les gens qui mendient et qui n'ont plus moyen de se soutenir en ville soient enfermés à l'hôpital général.
Et quand on va regarder ce qui se passe dans les registres de l'hôpital général tenus par ces magistrats, le registre des femmes, on voit que les femmes entrent, qu'elles restent ou qu'elles meurent là, de temps en temps elles ressortent, et que les enfants rentrent et sortent. Ils sortent pour où? Ils n'ont pas à sortir. L'hôpital général, c'est le lieu d'asile des gens qui n'ont plus rien. Alors, ils sont censés y travailler. Bon, c'est une misère atroce, hein, c'est concentrationnaire. Le mot concentrationnel s'applique exactement à ce qu'a été l'hôpital général. Donc, les gens sont maltraités, c'est une horreur, c'est un déchaînement de sadisme, c'est vraiment atroce. Mais on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite. J'explique ce qui se passe pour les enfants. Les gens qui rentrent à l'hôpital général sont censés y rester, y travailler, y vivre et y mourir. D'accord? Bon. De temps en temps, il y en a qui ressortent. Est-ce qu'il y a une famille qui les a... Bon, il y en a qui sortent. Il y a un registre des entrées et un registre des sorties. Voilà. La situation s'est améliorée, on peut ressortir, on ressort. Vous avez des enfants. Les enfants qui rentrent, les petites filles, alors les garçons vont à Bicêtre, les petites filles vont à l'hôpital de la Salpêtrière. Les petites filles, il y en a qui rentrent avec leur maman et qui ressortent sans leur maman. Ah bon? Pourquoi? Elles vont où? C'est pas marqué. C'est pas marqué. Dès l'instant qu'un enfant entre, passe la porte de l'hôpital général et est inscrit sur les registres, il n'a plus de parents. Ses tuteurs nés sont les magistrats de l'hôpital, administrateurs de l'hôpital général. C'est-à-dire que les administrateurs de l'hôpital général sont les tuteurs nés de tous les enfants qui rentrent. C'est-à-dire qu'un enfant pauvre est voué à tomber sous la tutelle d'un magistrat. Et le magistrat, il fait quoi là? Il joue à quoi là-dedans? C'est quoi son intérêt là-dedans? C'est quoi son intérêt là-dedans? C'était des trafics, l'hôpital général, c'est une honte. C'est une honte. Et les magistrats ne voulaient absolument pas que personne vienne regarder ce qui se passait dans les murs. Alors en principe, à l'hôpital général devait siéger, au bureau de l'hôpital général devait siéger l'archevêque de Paris, c'était statutaire, les statuts avaient été rédigés en 1656, à l'époque de Louis XIV, là nous parlons de 1750, 100 ans plus tard, c'est le règne de Louis XV. L'archevêque devait statutairement siéger et il siégeait jamais. Et en 1750, ça fait 3 ans que le roi a dit à l'archevêque, Monseigneur de Beaumont, vous allez siéger, vous allez remettre de l'ordre là-dedans. Et à peine il arrive, les magistrats se mettent en grève, c'est la bronca, il le fiche dehors. Il l'empêche de travailler, il le fiche dehors. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais enfin, ils avaient quelque chose à cacher, c'est pas possible, parce que l'archevêque, il est statutairement, il doit siéger. S'il se met à siéger et qu'il commence à regarder ce qui se passe et qu'on ne veut pas, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Quand on regarde les registres, on comprend bien. Vous avez des enfants, alors on va regarder les petites filles, puisque c'est la Salpêtrière, qui rentrent à la Salpêtrière avec leur maman, ou sans leur maman, mais en général, elles viennent avec leur maman, et dès l'instant où elles ont passé la porte, elles sont séparées de leur mère et elles ne la reverront pas. Elles vont être dans des dortoirs séparés. La mère va être astreinte à des travaux complètement crétins toute la journée, des dévotions. Le dimanche, vous savez ce qu'elles faisaient, ces pauvres filles? Elles étaient debout à l'église toute la journée. Toute la journée. Il les laissait même pas s'asseoir et prendre un peu de détente. Oh là 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 là. Et alors, c'était des laïcs qui s'occupaient de ça. C'était vraiment des laïcs et des laïcs qui alors quand je dis anticléricaux, ce sont des laïcs qui passaient leur temps à dire tout le mal qu'ils pensaient de la hiérarchie ecclésiastique, qui ne voulaient pas les obéir. Mais la hiérarchie ecclésiastique n'était pas là pour obéir aux juges laïcs. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je regarde les registres et je vois que des petites filles rentrent et sortent. Je dis, mais elles vont où? Elles vont où? Elles vont dans un autre établissement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous les établissements de secours aux pauvres ont été absorbés par l'hôpital général. Donc, pour un âge donné, pour un sexe donné, pour les petits garçons, pour les tout petits garçons, ça va être la Pitié. Pour les garçons un petit peu plus vieux, les préadolescents, les adolescents, ça va être Bicêtre. Et pour les hommes, ça sera Bicêtre. Mais toutes les autres institutions n'existent plus. Donc, une petite fille, pour pouvoir en venir aux petites filles, qui quitte la Salpêtrière, elle va où? Sa mère est à l'intérieur. Son père, on ne sait pas où, quelquefois il est mort, quelquefois il est disparu, enfin bon, elle va où? Elle va où? Elle va ailleurs, mais ça n'existe pas ailleurs. Si elle va à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu, c'est-à-dire si elle est malade et qu'elle a besoin de se faire soigner, il est marqué partie à l'Hôtel Dieu le temps et revenu le temps. Donc, ou alors morte à l'Hôtel Dieu, ça arrive. Si elle est allée, elle ne peut pas rendre visite à quelqu'un, elle n'a pas le droit.
Je veux dire, son seul domicile à cette petite fille, c'est la salpêtrière. Elle a nulle part d'autre où aller. Si elle sort, elle va où? Elle a nulle part où elle est. Elle sera adoptée éventuellement. Bah alors écoutez, s'il y a marqué adoptée, alors ça se faisait très très peu l'adoption. C'était vraiment, c'est un truc qui a été promu à la Révolution, l'adoption. Il y avait des cas d'adoption qui étaient rarissimes. Rarissime. Ça existait, c'était très rare. Et c'était tellement rare que c'était bien encadré, boum, boum, on a pu adopter par la famille, machin et tout. C'était vraiment, on ne pouvait pas passer à côté. Donc, elle n'a pas été adoptée. Elle n'a pas été reprise par un oncle ou un grand-père parce qu'ils n'ont plus l'autorité. La seule autorité, c'est les magistrats. Donc, ils vont où, ces gosses? Ils vont où? Ils vont où? Et alors, qu'est-ce que je soupçonne là-dedans? Je dis, bon, bah, on sait que le siècle des Lumières, c'est également le siècle du libertinage. Et puis quand on lit, j'ai lu pas mal de bouquins, notamment une dame qui s'appelait Erika Marie Benabou qui a travaillé sur la police des mœurs. Et alors là, elle dit, la grande vogue, c'est quand même l'amour des tendrons. Les tendrons, c'est quoi? C'est les petites filles et les petits garçons. Hein. Un tendron, c'est une petite fille ou un petit garçon. L'amour des tendrons, ça se porte très bien. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, la prostitution a été très, très, très étudiée à l'époque parce qu'il y avait une police des mœurs et qu'elle laissait énormément d'archives. Et là, on sait par ces archives qui étaient très très abondante, que personne n'aurait vendu, aucune mère maquerelle qui existait, hein, qui avait pignon sur rue, n'aurait jamais vendu un pucelage. Parce qu'elle l'aurait payé trop cher. C'est-à-dire que prostitution, ok, encadrée, ok, on regarde bien, vous ne touchez pas au môme. Vous ne touchez pas au môme. Une maquerelle qui aurait vendu un pucelage d'une petite fille, elle aurait fermé boutique, elle aurait fait 3 fois le tour de la ville, toute nue sur un âne avec des gens qui lui jetaient de la merde. Hein. C'est comme ça. Donc, personne ne s'y serait risqué. Et alors, ceux qui aimaient ça, ils faisaient comment? Il y avait donc un réseau parallèle. Et alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai découvert de plus terrifiant, enfin, de plus terrifiant, de plus sidérant, parce que je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais découvert quelque chose de grave. Il y avait une institution qui faisait partie de l'hôpital général qui s'appelait la couche. Alors, la couche, c'était 2 choses. C'était le lieu où les mères qui abandonnaient leur enfant, parce qu'elles ne pouvaient plus le nourrir, hein. Une mère qui abandonne son enfant, c'est qu'elle ne peut plus le nourrir, c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Bon, j'ai lu les petits billets qu'elles accrochaient aux langes, c'était toujours ça. Hein. C'était vraiment, c'est prenez-en soin. Voilà. Bon. Donc, il y avait la couche du parvis. Le parvis, c'était en face de Notre-Dame, en face de la cathédrale. Et là, c'est là que les mères déposaient les petits qu'elles avaient au sein et qu'elles abandonnaient comme ça. Ensuite, à l'âge de la bouillie, ces petits-enfants allaient à la couche de Saint-Antoine. C'est rue Saint-Antoine, un bâtiment qui n'existe plus maintenant, il y a un square à la place. Et c'était là que étaient rassemblés les enfants de la bouillie à 5 ans. Donc, ils arrivaient dans cette... Alors, il y avait la couche du parvis et couche de Saint-Antoine, ça faisait partie de l'hôpital général. Et à la couche de Saint-Antoine, les petites filles et les petits garçons, on a des registres très très bien tenus, où ils arrivent, il y a un numéro, le registre leur donne un matricule qui a un numéro qui correspond au numéro du registre, un numéro qui correspond au numéro d'ordre de l'ordre d'arrivée dans le registre, et une date, une année. Donc, on arrive à repérer un gosse à partir de son matricule, on peut le retrouver. Donc, les enfants qui arrivent à la couche de Saint-Antoine, les petits garçons et les petites filles, ils vont passer là-dedans 3-4 ans à peu près. Hein, disons 2 à 4-5 ans à peu près. Bon. Et ensuite, quand ils arrivent à l'âge de 5 ans, ils vont aller les petits garçons à la Pitié, c'est-à-dire à l'heure actuelle, la Pitié, c'est à l'emplacement de la mosquée de Paris, c'est en face du Jardin des Plantes à Paris. Donc, vous avez les petites filles qui vont à la Salpêtrière et les petits garçons à la Pitié. Bon. Donc, vous avez un registre des sorties de la couche de Saint-Antoine qui vous dit tel jour, vous avez tel enfant, tel enfant, tel enfant. Ils partent à peu près entre 12 et 15 à chaque fois. Ils doivent remplir 1 ou 2 carrosses. Ils mettent les enfants dans un carrosse. Ils vont jusqu'à la Seine. Il y a quoi, 400-500 mètres pour arriver jusqu'à la Seine. Arrivé à la Seine, il y a un bac qui appartient à l'hôpital général, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas leur tour. Hein, le bac est à eux. Si vous êtes un Parisien lambda que vous voulez prendre le bac, vous prendrez de la place. S'il en reste, une fois que la salpêtrière et la couche auront pris leur tour, hein, le bac leur appartient. Donc, le bac, il passe également, je vous dis, des passagers. Mais en attendant, les enfants qui doivent passer de l'autre côté, ils arrivent avec leur carrosse, montent sur le bac et le bac traverse la Seine et il arrive de l'autre côté à la salpêtrière. Là, les petites filles vont à la salpêtrière
Et les petits garçons vont continuer, vont faire 1 kilomètre de plus et ils vont arriver à la Pitié. Donc, vous avez un registre de sortie qui vous explique machin, petit, pata, numéro de matricule, le nom, le prénom, pata, parti le temps et arrivé de l'autre côté, vous avez les registres de la salpêtrière qui vous disent la petite fille, le petit est arrivé tel jour avec tel numéro de matricule et j'ai tout comparé. Vous savez, c'est pas difficile. On prend un appareil de photo, on photographie les pages, on va dans l'autre établissement, on photographie les pages, on les met sur un écran, puis on compare. Et puis voilà. Hein, et puis alors moi, après, j'ai un tableur, et boum, je recopie, et j'ai comme ça des milliers de fiches, entrées, sorties et tout. Et puis un jour, je regarde mon fichier d'entrée à la salpêtrière, et puis je vois qu'il s'allume en rouge. Il s'allume en rouge parce que les trucs ne correspondent pas à la sortie de la couche. Je devais avoir des dates qui correspondent. Elle est sortie le 2, elle est arrivée le 2, il y a 500 mètres. 500 mètres plus la Seine. Hein, ça se fait en 1 heure. Le temps de monter dans le carrosse, d'arriver jusqu'à la Seine, de passer le bac de l'autre côté, en 1 heure, c'est plié. Puis là que les dates ne correspondent pas. Bah, je dis, etc. Je me suis trompé. Je revérifie, je ressors mes photos. Non, je ne me suis pas trompé. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que les erreurs, elles tiennent sur 1 ou 2 jours. C'est-à-dire que les enfants sont partis, par exemple, le lundi, les petites filles sont parties le lundi, et elles sont enregistrées à la salpêtrière le mercredi. Bah, elles ont passé où la nuit de lundi et de mardi? On ne met pas 48 heures à faire 1 kilomètre. Même pas 1 kilomètre. Alors je me suis dit, bah, je me suis peut-être trompé. Puis j'ai eu l'idée, j'ai dit, je vais regarder les registres de la Pitié. Il y a la même différence. C'est-à-dire que les mêmes enfants qui sont partis le lundi, les petits garçons et les petites filles arrivent, chacun dans une destination différente, 1 ou 2 jours après. Et puis quand on y regarde encore de plus près, on se rend compte qu'ils sont partis à 15, ils sont arrivés à 12. Il y en a 3 de chute, ils sont tombés dans la Seine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je remonte le truc et puis je vois que c'est tous les temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Le passage entre la couche et l'hôpital général, enfin la couche et la salpêtrière ou la Pitié, se passe avec 1 ou 2 jours de battement. Mais qu'est-ce qu'ils en font de ces gosses? Alors après, on lit les mémorialistes du temps, ils parlent de l'amour des tendrons, ils disent que les petites maisons dans le faubourg Saint-Antoine, il se passe des trucs très sympas, et puis on vous raconte des romans égrillards, on dit, bah oui, vous savez, l'amour c'est pas mal, mais enfin la sodomie c'est mieux, puis avec les petits c'est encore plus sympa. Hein, il y a toute une littérature égrillarde comme ça, dégueulasse, qui glorifie le... Hein, vous avez compris? Ben alors ils se servent où ces gens-là? On a compris? Les enfants pauvres. L'hôpital général servait de réservoir d'enfants pour des réseaux pédocriminels. Si on a une autre explication à me donner à la disparition de ces enfants et à leur effroyable mortalité dans les mois qui suivent, parce qu'il y a aussi ça, pourquoi est-ce que ces enfants qui ont survécu à l'abandon initial meurent au bout de 3 mois après leur arrivée dans la seule destination qui leur reste? De quoi meurent-ils? Moi j'ai compris. On les sacrifie. L'hôpital général est un Moloch qui mange les enfants du peuple. Et pourquoi est-ce que le Parlement de Paris a fait une telle bronca quand l'archevêque a voulu y aller voir? À votre avis? Et il n'y a pas que ces disparitions-là, il y a également les disparitions des petites filles qui entrent directement à la salpêtrière sans passer par la couche et qui, au bout de 1 an ou 2, ressortent et ne reviennent jamais. Elles vont où? Elles vont où? Elles n'ont nulle part où aller. Elles n'ont pas un père qui les attend. Si un jour un père arrive et que ces messieurs du Parlement, ces messieurs du bureau ont la grande bonté de rendre leur fille, ça sera marqué rendu à son père ou rendu à son oncle. Donc si elles sortent et qu'elles sont rendues à personne, c'est qu'elles disparaissent. On ne disparaît pas comme ça. Alors après, il faut lire la littérature du temps. Il faut lire le Marquis de Sade notamment. Alors bon, je ne vous recommande pas. Non, je vous recommande pas. Je l'ai fait, puis alors, à saute-mouton. Vraiment, j'ai pas. Mais enfin bon, il faut quand même savoir que ça existe, mais c'est ça qu'il raconte. C'est ça qu'il raconte. C'est ça qu'il raconte. La vraie rigolade, c'est de violer, de torturer, de martyriser. Plus c'est jeune, plus c'est bon. Et on les trouve où, ces enfants-là, à votre avis? On les trouve où? On va les chercher dans les beaux quartiers?
On dit à la marquise, passez-moi votre fille. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. C'est avec les enfants pauvres. C'est avec les enfants pauvres. Et ça a duré, ce trafic, pendant 100 ans, plus que 100 ans. Parce que l'hôpital général est né en 1656 et il est mort en 1789. Donc ça fait plus que 100 ans. 140 ans, quoi. Ça fait 140 ans. 140 ans de trafic d'enfants. Alors, c'est toujours horrible. Pas vous, Marion, évidemment. C'est difficile pour moi d'aborder ces sujets-là et pour beaucoup de monde, j'imagine, et j'espère aussi. Pour autant, il est nécessaire effectivement de faire le parallèle avec l'histoire et de comprendre. Parce que là, ce soir, on parle des prémices de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Avec tout ce qui est décrié aujourd'hui et tout ce qui sort sur l'ASE. Et je pense, sincèrement, moi je suis travailleuse sociale, Marion, vous le savez, ceux qui me connaissent aussi, j'ai travaillé pour l'ASE. Du coup, j'ai été, en tant qu'infiltrée, je voulais savoir comment ça se passait réellement. J'en entendais des vertes et des pas mûres là-dessus et je voulais me faire mon propre avis. Et quand vous parlez finalement d'un trafic d'enfants qui a duré plus de 100 ans, on se demande, on se pose la question, est-ce que ça continue pas encore? Est-ce que c'est pas encore du trafic d'enfants? Est-ce que c'est pas encore utilisé les enfants des pauvres, justement? Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est soit sur, donc, du coup, décision de justice, c'est-à-dire que c'est un juge qui prend la décision de placer l'enfant, sachant qu'il y a le placement dans une institution ou le placement à domicile, on appelle ça le PAD. Donc, le placement est quoi? Le placement, donc, en institution, soit le PAD, le placement à domicile. Placement à domicile. C'est-à-dire qu'on va, nous, en tant que travailleurs sociaux, donc, et psychologues, psychiatres et éducateurs, et moi, je suis conseillère en économie sociale familiale, on va rendre visite au moins 3 fois par semaine à la famille pour s'assurer que l'enfant est bien nourri, bien logé, qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est très, très contraignant. Et sinon aussi, il y a les parents qui peuvent faire la demande, innocemment pour la plupart du temps, hein, dans la plupart des cas, qui font la demande parce qu'ils ont un problème avec leur enfant ou ils n'arrivent pas à gérer la relation parent-enfant, etc. Donc, des fois, ils font la demande à l'ASE, ils saisissent eux-mêmes l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour avoir de l'aide. Moi, ce que je peux vous assurer, et alors, il y a des personnes qui sont là, effectivement, des travailleurs sociaux qui font le maximum et qui sont convaincus de faire le bien des enfants. Moi, je peux vous assurer d'un truc, c'est qu'une fois que l'ASE et l'aide sociale à l'enfance a mis le nez dans votre histoire, pour X ou Y raison, que ce soit votre demande, vous, parents, ou que ce soit la demande d'un juge par rapport à un signalement qui a pu se faire à l'école ou autre, par un docteur ou autre, je peux vous dire qu'il ne vous lâche pas. Et que c'est très, très compliqué de récupérer vos enfants et de votre autorité parentale. Donc là, en fait, c'est fou parce que à chaque fois, hein, ça me fait bondir et je suis désolée, c'est un sujet... Mais ce que vous racontez, Marion, c'est exactement ce qui se passait. On utilisait donc les enfants, voilà, rafler les pauvres et on complètement destituer les parents complètement de leur autorité parentale. Mais complètement. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais alors, pardon, ce qui est un peu long, mais... Moi, je me suis posé la question parce que pendant que je faisais ces études, pendant que je faisais ces recherches-là, j'étais encore très imbibée d'idées sur la Révolution française et je me disais, j'avançais dans le temps, je relevais les registres et j'avançais dans le temps et je disais vivement la Révolution, que ça s'arrête. C'est-à-dire que j'étais persuadée que la Révolution allait renverser tout ça. Ils n'ont rien renversé. Ils ont chassé les anciens, ils ont mis les nouveaux. Ça a continué comme devant. C'est-à-dire qu'il aurait fallu, pour que ce trafic d'enfants s'arrête, qu'il soit au moins dénoncé. Et ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et j'ai trouvé plus grave encore, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelait La Rochefoucauld-Liancourt, qui est considéré par pas mal d'historiens comme un grand humanisme. Pour moi, c'était un grand salopard, hein, parce que je sais ce qu'il y avait derrière. C'est bien joli ce qu'il racontait, mais moi, je sais ce qu'il y avait derrière. Et il a fait tout un historique à la demande des révolutionnaires, à la demande de l'Assemblée nationale. Il a fait un rapport sur l'état de l'hôpital général. Et il a fait un rapport dans lequel il explique la misère, la pauvreté, la maltraitance. Il dresse un tableau absolument terrifiant de la réalité de l'hôpital général, mais terrible, 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 qui correspond à ce que j'en sais par ailleurs, hein. Et quand on parle des solutions, il dit, alors, d'abord, les causes de ça. Si l'hôpital général, qui est géré par le Parlement de Paris, est aussi mal géré, ça veut dire au moins que les juges ont une responsabilité. Pas du tout. Pas du tout. Les juges, ils sont complètement blancs comme neige. Mais ils ont fait confiance aux gens qui s'étaient au-dessous d'eux. Donc, c'est-à-dire que les administrateurs tout-puissants de l'hôpital général ont zéro responsabilité sur les atrocités qui s'y passent. Et qui est responsable? C'est les lampistes.
c'est-à-dire les gens qui sont au-dessous d'eux. Et c'est marqué en toutes lettres, les gens au-dessous d'eux. Et les prêtres, qui n'avaient aucune autorité à l'hôpital général. C'est-à-dire qu'on arrive à une révolution qui est fomentée par les francs-maçons, on a compris, donc ils sont tous anticléricaux, ils ont tous des comptes à régler avec les curés, ils vont cracher sur l'Église autant qu'ils peuvent, là où elle n'est absolument pas en cause, mais vraiment pas en cause. Et ensuite, on va dire, bah oui, puis les magistrats, non, alors qu'est-ce qu'ils ont bien fait? Oh là 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 là, les pauvres, les pauvres. Alors attendez, on ne dénonce pas le crime, on ne cherche pas les coupables des véritables exactions qui se passent parce qu'elles sont reconnues, la crasse, la maltraitance, etc. Et tout ça, c'est la faute des lampistes. À un moment donné, je crois qu'il a même trouvé mieux, c'est parce que l'encadrement de l'hôpital général, c'était des femmes. Puis alors, vous savez, les femmes, on leur confie quelque chose. Non, mais sans blague. Non, mais sans blague. Alors, c'est vrai que les officières, c'était des monstres, c'était des femmes extrêmement féroces. L'encadrement à l'hôpital général était fait par des femmes qu'on appelait les officières. Elles avaient des surnoms qui portaient à confusion, on les appelait sœurs, sœur machin, sœur truc. De même qu'en anglais, on appelle sister une infirmière. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Et en allemand, on dit Schwester pour une infirmière aussi. Alors qu'en français, une sœur, c'est une religieuse. Donc, à l'hôpital général, on appelait sœurs, les sœurs machin, les sœurs trucs. Elles n'avaient absolument pas religieuses, mais absolument pas du tout, du tout, du tout. Donc, et c'était des filles qui étaient recrutées pour leur soumission à l'autorité, leur beauté, parce que tout le monde allait coucher avec elles, enfin pas tout le monde, elles avaient toutes leurs 1 ou 2 amants, quelquefois plus, elles en changeaient, elles se les échangeaient, enfin c'était quelquefois des amantes, parce qu'il y avait également quelques officières qui étaient lesbiennes et qui savaient choisir dans le réservoir de jolies filles là-dedans, celles dont elles allaient faire leur esclave sexuel, enfin bon. Tout s'est fait à l'hôpital général et les officières étaient vraiment le passage obligé de tout ce qui allait atteindre les enfermés, ça passait par les officières, qui étaient recrutées pour leur méchanceté, pour leur soumission à l'autorité, pour leur sadisme. Une officière qui était gentille, elle ne restait pas. Elle ne restait pas. Elles étaient délatrices, c'était des garces. Ben, tout ça, c'est de la faute des femmes? Ben oui. Ben oui. Alors, c'est quand même intéressant, Marion, parce que, enfin, encore une fois, je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu, du coup, en faisant partie, en travaillant pour l'ASE, du coup. Ça, ce que vous décrivez comme caractéristique, là, les femmes, c'était les cadres, finalement. Enfin, en tout cas, ce que j'ai pu, moi, vivre encore aujourd'hui. Par contre, effectivement, et j'ai vu passer dans les commentaires, et je l'ai dit d'ailleurs, il y a des personnes qui sont convaincues de faire le bien et qui travaillent vraiment pour la réelle protection des enfants. Pour eux, le système est bon et ils n'y voient pas de mal. En fait, moi, là où je suis entrée en dissonance cognitive, c'est quand je suis maman moi-même. Donc, quand je voyais ce qui était reproché à certains parents, les critères pour dire que c'était un mauvais parent et que ça justifiait le placement à domicile ou le placement en institution de l'enfant, je me disais, mais je pourrais séparée de mes enfants, finalement. On pourrait me séparer de mes filles parce que je pourrais passer pour une mauvaise maman parce que le samedi soir, on mange assis par terre sur une petite table basse devant la télé, par exemple. Vous voyez, des critères, mais complètement hallucinants, en fait. Et ça, au nom de la protection de l'enfance. Et je pense que là, vous disiez, Marion, que du coup, elles étaient recrutées, ces femmes-là, justement, pour leur méchanceté, pour leur non-empathie, etc. C'était des critères. Moi, j'ai l'impression qu'on recrute, justement, aujourd'hui, en tout cas, sur d'autres critères. Plus elles vont être passées pour gentilles, douces et, à la limite, en dormant un petit peu le système, plus elles vont être recrutées. Mais c'est encore peut-être plus pervers, finalement. Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que les officières, tous les gens qui se sont penchés sur l'hôpital général, elles décrivent des monstres, des femmes sans scrupules, c'est épouvantable. Et elles considéraient que être gentille avec une enfermée, c'était être faible. Il fallait pas être faible. Et elles étaient voleuses. Vous savez, elles volaient le gras du bouillon. Mais attendez, rendez-vous compte. On fait une soupe pour les enfermés. Donc, on va mettre des légumes, on va mettre des bouts de viande. Et dans la viande, il y a du gras. D'accord? Bon. La soupe, une fois qu'on l'a mangée, il en reste. Et pendant la nuit, le gras, il remonte. D'accord? Et il fige. On le vole, on refait cuire la soupe et on revend le gras. Il n'y a pas de petits bénéfices. Et vous avez des officières qui quittaient
quand elles prenaient leur retraite, hein, elles quittaient leur retraite en disant, regardez, j'ai réussi à économiser tant. En volant. Elles volaient le travail des enfermés. Les enfermés, elles faisaient du boulot. Il y avait des donneurs d'ordre. Alors, l'hôpital général, c'était une affaire pour les entreprises de tricot, des trucs comme ça. Hein. Vous aviez des entreprises, par exemple, de filage ou de tricotage. Ils disaient, il y a une main-d'œuvre gratuite, là. Attendez, c'est vachement sympa. Hein. Vachement sympa. Vous savez que les enfermées, elles étaient censées percevoir un salaire sur le travail qu'elles faisaient. Elles avaient de quoi se payer le sel pour la soupe avec ce qu'elles touchaient. Après avoir travaillé toute la journée. Donc, les donneurs d'ordre leur donnaient des trucs de tricotage. Enfin, je pense au tricotage, mais il y avait d'autres choses aussi. Et les officiers leur volaient le travail. C'est elles qui touchaient. Mais elles ne leur donnaient pas. C'est intéressant, Marion, justement. Bon, après, je fais au fil de l'eau de ce que vous dites, hein, mais encore une fois, ça me rappelle, des questionnements que j'ai eus, que vous parliez de l'aspect financier, parce que c'est une manne financière assez importante, l'ASE. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Et alors l'État, là il y a peut-être encore un parallèle qu'on peut faire, c'est que l'hôpital général se plaignait régulièrement, on n'a pas d'argent, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Alors ils pillent, puis après ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Eh bien le roi payait. On n'a jamais laissé l'hôpital crever de faim. L'archevêque de Paris, il a donné à l'hôpital général. Et pendant ce temps, les autres, ils partaient avec. À un moment donné, j'ai compris à un moment donné dans le déroulé du conflit que plus il y avait de pauvres, plus le roi payait. C'est une affaire qui marche, la pauvreté. Ça enrichit son âme, la pauvreté. Vous avez un magistrat qui a été recruté, alors pour devenir soi-même administrateur de l'hôpital général, il fallait être coopté par plusieurs personnes. Enfin, bon, on ne pouvait pas rentrer comme ça à l'hôpital général, il fallait être vraiment coopté. Et alors, il y a un dialogue qui est, dont je ne peux pas me souvenir exactement de la référence, mais le truc, le souvenir est quand même très, très vif dans ma mémoire pour ce qui est des termes employés. Vous avez le procureur général du Parlement de Paris qui fait partie du truc et qui reçoit un postulant qui va devenir à son tour administrateur de l'hôpital général. Et le procureur lui dit, est-ce que vous avez un carrosse, monsieur? Ah non, je n'ai pas les moyens. C'est pour bientôt. Ça va venir. Ça va venir. Vous allez administrer les pauvres, vous aurez bientôt votre carrosse personnel. Pas rien un carrosse personnel, hein. C'est comme d'avoir une grosse bagnole. Et quand vous êtes magistrat, bon ben voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir bientôt. Vous allez en avoir bientôt. Et alors, l'hôpital général, les magistrats, ils s'en servaient comme de leur truc personnel. Par exemple, vous aviez une réparation à faire, vous allez y faire par les enfermés. C'est gratuit. Ben voyons. Hein? Voyons, bien sûr. Ouais. Ils faisaient des fiestas. Ils faisaient des fiestas à l'hôpital général. Ils organisaient des fêtes. Ils organisaient des fêtes. Vous avez là une main-d'œuvre complètement gratuite. Vous allez pouvoir leur faire n'importe quoi. L'hôpital général appartenait à ces messieurs et à ces dames. Et ils en faisaient rigoureusement ce qu'ils voulaient. Puis un jour, le roi a dit à l'archevêque de Paris, allez voir ce qui s'y passe. À la bronca. Aïe, 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 aïe. Vous savez, les magistrats, ils se sont tellement déchaînés contre l'archevêque qu'à un moment donné, ils ont lancé un ordre d'arrestation. Bon, je ne peux pas vous le résumer en 2 mots parce que ça a été extrêmement compliqué, mais l'affaire avec l'archevêque de Paris, ça a dû durer 15 ans. À un moment donné, ils lui ont envoyé un mandat d'amener. Ils ont envoyé les archers pour que l'archevêque est allé voir le roi, qu'il l'a exilé hors de portée des magistrats pour le sauver. Sinon, il partait en prison. Oui, donc c'est bien quand même qu'il y avait un sacré truc à cacher. Un sacré truc à cacher. Hein. Quand même. Il y avait un sacré truc à cacher. Du coup, Eric a affiché votre livre, là, la réédition de votre livre, qui est juste, encore une fois, couverture magnifique. Très, très belle. Vous expliquez tout ça dans votre livre, donc la marche rouge. Oui. Et pourquoi cette marche rouge, justement? Alors, c'est vous qui avez donné ce nom, hein, qui est repris d'ailleurs par plusieurs depuis. Mais c'est vous qui avez donné, du coup, en hommage, en effet miroir à la marche blanche. Si vous oui, la marche blanche de Belgique de 1996. C'est bien 1996, hein, l'affaire du trou. Voilà. Vous avez les parents belges qui
prennent la mesure de l'horreur d'un trafic d'enfants, hein, c'est l'affaire Dutroux. L'affaire Dutroux, c'est quoi? C'est Dutroux, c'est un gars qui enlève les petites filles et puis qui, alors le prédateur isolé, ouais. Enfin, bon, on a compris, les parents ont compris qu'il y avait un trafic d'enfants par derrière. Et vous avez une gigantesque manifestation qui a couvert, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était Bruxelles, c'était Charleroi, je crois, une gigantesque manifestation de parents qui sont tous sortis avec des écharpes blanches, des petits ballons blancs, des vêtements blancs, le blanc qui est la couleur de l'innocence des enfants. Et ça a été une marche blanche, j'en pleurais, j'en ai pleuré toute la journée à regarder ça. J'étais tellement bouleversée. J'étais déjà au début de découvrir toutes ces choses-là. Et alors, pas encore la marche rouge, je ne l'avais pas encore découvert, ça prendra quelques années de plus, mais j'étais déjà vraiment dans ces histoires d'enlèvement d'enfants et de pédocriminalité. Donc, je suis restée sur cette très très belle image d'une marche blanche pour la défense des enfants. Et quand j'ai découvert ces histoires d'enlèvement d'enfants à Paris et ces émeutes, alors des émeutes absolument insensées, le Paris en état de siège, les parents qui couraient après la foule qui courait après les enleveurs d'enfants, qui en faisaient de la charpie, le gay qui n'arrivait pas. Vous avez une ou deux manifestation, le guet arrive et il recule. La foule était tellement compacte et tellement déchaînée que le guet a reculé. Le guet qui arrive, ils s'en vont, ils disent on peut pas. C'était une furie. Les parents ont compris que la police enlevait des enfants. Alors, en deux mots, j'explique quand même le contexte. Les enlèvements d'enfants publics sont concomitants avec l'arrivée de l'archevêque à la tête de l'hôpital général. Alors, j'émets l'hypothèse, je n'ai pas apporte pas véritablement de preuve, mais j'émets l'hypothèse que le trafic qui se faisait tranquillement de faire sortir les enfants pour les envoyer on ne sait pas où, les gens qui bénéficiaient de ce trafic se sont dit ça va s'arrêter. On ne va plus pouvoir. Donc, on va trouver un autre moyen d'approvisionnement. Et ça a duré 6 mois. L'archevêque, il n'a pas eu le temps de rien voir. Alors, je suis persuadé qu'il n'a rien vu. Je suis persuadé que personne n'a rien vu. Pour voir ce qui s'est passé à l'hôpital général, il faut 200 ans de recul. Il faut le recul, il faut les registres. On ne peut pas voir quand on est dessus. On ne peut pas voir. On peut pas voir. Avec le recul, avec les archives, on peut. Donc, j'émets l'hypothèse que de toute façon, c'est concomitant. L'arrivée de l'archevêque et les enlèvements d'enfants, c'est concomitant. Pourquoi est-ce qu'on se met à enlever les enfants? Pourquoi faire? Alors, je dis, on en retrouve en route pour Marseille, on en retrouve en route pour Nantes. Enfin, Nantes, c'est bon, hein, on a compris. On en retrouve, on ne retrouve pas. Ces enfants disparaissent, ils rentrent dans des trafics. Et qui est responsable de ça? Les magistrats. Les magistrats. Et du coup, quand les parents comprennent, effectivement, c'est ce que vous décrivez dans la marche rouge, c'est une véritable furie. C'est une furie. Alors, je l'ai appelé rouge, alors c'est en hommage aux parents belges, rouge, parce que ça a été sanglant. Ça a été sanglant. La révolte des parents. Et alors, les mémorialistes du temps disaient, on ne reconnaît pas les Parisiens. Il dit, le peuple de Paris a la réputation d'être tranquille, tolérant et sympa, quoi. Et là, ils ne les reconnaissaient pas. Il y a eu des chasses à l'homme, il y a eu des enleveurs d'enfants qui ont été pris en chasse par des gens qui sont grimpés dans les immeubles. Vous savez, un éleveur d'enfants qui a été reconnu, celui-là, il a enlevé mon petit frère, badada, vous avez une cavalcade qui commence, le gars, il rentre dans le premier immeuble qu'il trouve, il grimpe à l'étage, il monte sur le toit. Il y a des gens qui sont allés les chercher, qui les ont tués dans les gouttières et qui les ont passés par-dessus bord. Ça a été dingue. Il y a eu des émeutes, ça a commencé au mois de septembre 1749 et ça s'est terminé à la 3e semaine de mai 1750. Et vous avez eu des batailles rangées, c'est incroyable. Il y a eu une bataille, notamment au carrefour de la Croix-Rouge. Alors, je m'adresse à des gens qui ne connaissent pas forcément Paris. Le carrefour de la Croix-Rouge, c'est une petite place qui est dans le quartier, dans le 6e arrondissement, avec plusieurs rues qui convergent vers cette jolie petite place. Il y avait un rôtisseur dans le coin. La rôtisserie, je la situe à peu près encore aujourd'hui, même si ce n'est plus une rôtisserie. Et vous avez un enleveur d'enfants qui était monté dans la rôtisserie. Il est arrivé, tagadac, hop, la foule. Vous savez, il essaye d'attraper un enfant, il y a un père qui le voit, le père le voit, appelle les copains, une course commence, et puis les gens courent dans les rues en disant un enleveur d'enfant, hop, les gens courent. Le gars, il arrive dans la rôtisserie, hop, il s'engouffre. Il se trouve qu'il connaissait le rôtisseur.
Alors la foule, elle s'arrête devant la rôtisserie, puis les rôtisseurs, ils sont comme ça, hein, avec leurs broches et leur poulet fumant, là. Ils disent, oh, qu'est-ce que vous allez faire, là? Ben, vous avez un enleveur d'enfants, vous nous le rendez. Vous savez, l'hospitalité, ça a ses règles, hein. On ne file pas. Bon. Ben, il dit, non, non, ben, attendez, vous allez nous le rendre. Vous allez nous le rendre. Ben non, qu'ils disent les rôtisseurs. Puis alors, il y a un rôtisseur, il prend une broche comme ça, puis il fait mine de là, un coup de pied dans le malin, les poulets volent et tout. La foule s'est ruée sur la rôtisserie. Ils ont tout mis à sac. Tout mis à sac. Tout, tout, tout. Ils sont allés jusqu'au grenier. Alors, je crois qu'ils ont retrouvé le gars, il était mort. Ils sont allés jusqu'au grenier et tous les meubles des rôtisseurs sont terminés sur le pavé. Le guet est arrivé, il a reculé. Le guet ne pouvait pas passer. Le guet ne pouvait pas passer. Ça a duré jusqu'à une partie de la nuit. Alors, au petit matin, il y a des gens qui ont eu la gentillesse d'aller voir les rôtisseurs et de leur rendre ce qu'ils avaient trouvé, les morceaux d'argenterie, les trucs qu'ils avaient récupérés, en disant voilà, bon, alors, les viandes étaient foutues, tous les meubles sont passés par la fenêtre. Les gens étaient hors d'eux. C'était le mois de mai. Je crois que c'était l'avant-dernière ou la dernière, une des dernières émeutes du mois de mai 1750. Puis le lendemain, il y en a une autre, et puis encore le surlendemain, encore une autre dans un autre coin, avec des sièges, des rues complètement bloquées. C'est effrayant. J'aurais pas aimé être policier à l'époque. Hein. Parce que les policiers qui faisaient bien leur boulot, ils étaient franchement en danger par rapport à des foules comme ça. Si vous voulez, un commissaire dont le commissariat est assiégé, son travail, c'est quand même de sauver son commissariat. Il y a plusieurs commissariats, ils ont été complètement mis à sac. Et le lieutenant général de police, qui était quand même le grand ordonnateur de toutes ces cochonneries-là, toutes ces saloperies-là, il est sorti en robe de chambre avec sa femme et sa fille par le mur mitoyen à l'échelle et il est passé dans le couvent qui était de l'autre côté et quand les émeutiers sont arrivés, il n'était plus là. Il a failli passer un sale quart d'heure. Alors après, il a été exfiltré, il est allé jusqu'à Versailles, Majesté, Majesté, Paris est en ébullition, Alors alors les gens sont arrivés à Versailles en disant, on vous accuse, Majesté, de manger les petits-enfants. Le roi était indigné, comment ça? On prend pour un sardanapale, de quoi en fait. Bon, le roi, on savait qu'il aimait bien les petites filles, mais il ne mangeait pas de ce pain-là. Il ne faisait pas enlever les enfants dans les rues. Non, ça c'est... Je l'ai cru un temps, parce que j'ai cru que c'était une piste qu'il fallait que je suive. Je me suis imaginé, comme je savais que la Pompadour, la maîtresse du roi, elle lui garnissait la couche avec des filles trop jeunes pour qu'ils s'y intéressent, je me suis dit, si on enlève des enfants à Paris, à ce moment-là, c'est peut-être pour ça. Donc j'ai suivi cette piste-là et je suis arrivé à la conclusion que fausse piste. Voilà, ça c'est une chose claire et nette. Le roi n'a pas mangé de ce pain-là. Il avait une autre source d'approvisionnement et il n'avait pas besoin d'enfants raflés. Enfin, un roi, c'est quand même... Et on peut le supposer, effectivement, parce qu'on je l'ai supposé puisque j'ai suivi cette piste-là, mais j'ai essoré toutes les issues. Je veux dire, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Ça n'était pas le cas. C'est sûr, un système qui est tellement bien ficelé qu'on peut se dire, finalement, c'est légitime de penser qu'à la tête de l'État, forcément, ils sont impliqués dedans et que le roi était impliqué dedans. Donc c'était la piste de départ, effectivement. Là, aujourd'hui, encore une fois, si on fait le parallèle, on peut se dire que en tout cas, le gouvernement est forcément au courant de ce qui se passe, de ce qu'il finance, ça. Oui, mais alors, je dis ça que le roi n'était pas concerné, et je ne dis pas qu'il n'était pas concerné parce qu'il n'était pas intéressé, j'ai dit qu'il y avait d'autres sources d'approvisionnement. Oui. Il avait ses rabatteurs, il avait le frère de la marquise de Pompadour qui lui trouvait des belles filles, etc. Donc il n'avait pas besoin de ça. Ça aurait été extrêmement risqué. Mais j'en dis pas autant des magistrats, hein. Les magistrats, il fallait bien qu'ils se servent quelque part. Et les princes, les princes, alors il y avait des princes, tous les princes n'étaient pas dépravés, mais enfin, il y en avait quelques-uns, c'était quand même pas piquer des verres, quoi. C'était pas piquer des verres, toutes leurs orgies, toutes leurs saloperies. Enfin, je veux dire, il leur fallait des victimes. Le sadisme date le mot sadisme date de cette époque-là. Il y a une esthétique. Moi, c'est ce que j'ai découvert de plus pénible, de plus atroce dans ma découverte de cette réalité-là. C'est qu'il y a des gens pour qui il y a une esthétique de l'atroce. Ah, c'était beau, là. On l'a éventré, on les a dit, ah, c'était beau. Attendez, c'est le renversement des valeurs, c'est le diable. J'appelle ça le diable maintenant, parce que j'ai compris que c'était à ça que ça correspondait. Vous avez le beau, le bon, le doux, et puis vous avez l'affreux, le sanguinolent, le hurle. Voilà, ben c'est le mal. Il y a des gens qui se complaisent là-dedans. Ils se complaisent là-dedans. Et ils se cooptent entre eux pour faire ces saloperies-là. Et ils n'aiment pas qu'on les surprenne, ils n'aiment pas qu'on les pince, ils n'aiment pas qu'on les arrête. Hein? Et ils n'aiment pas s'arrêter non plus de faire leurs saloperies.
Oui, mais c'est ça. En fait, il y a plusieurs choses mélangées. Il y a pas que. Aujourd'hui, on peut parler aussi beaucoup d'appât du gain. Et encore une fois, c'est une sacrée manne financière. Mais il y a vraiment des tordus. Excusez-moi. Hein, Non, mais la manne financière, c'est pour ceux qui fournissent. Mais ceux qui consomment, l'intérêt ouais. de ceux qui consomment, c'est de consommer. C'est de faire parce le que mal. ça ne fonctionnerait pas l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc, il faut forcément des personnes qui consomment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le cœur du mal, c'est les consommateurs, c'est pas les fournisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le cœur du mal, oui, mais s'il n'y avait pas de fournisseurs, il y aurait quand même des consommateurs. Il y aurait des prédateurs isolés. Voilà, il y aurait des prédateurs isolés. Là, c'est un réseau, effectivement, et c'est encore plus. Voilà. Tout à fait. Mais les contours du réseau, je les ai bien vus. Hein, je les ai bien vus. C'est effroyable. C'est effroyable, effroyable, effroyable. Et alors, je me disais, vivement la Révolution, vivement la Révolution. Ben, l'hôpital général, il est devenu l'assistance publique, et puis l'assistance publique, c'est devenu l'ASE, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a jamais eu de dénonciation. Comment est-ce qu'un crime institutionnel peut s'arrêter si l'institution n'est jamais mise à jour? Excusez-moi, mais je ne vois pas comment. Je vois pas comment. Au début, il y avait les jansénistes qui s'occupaient du... Au début, il y avait la Compagnie du Saint-Sacrement, hein, c'était des dévots... des emmerdeurs organisés en société secrète qui voulaient absolument, qui trouvaient que le pape était trop gentil, que les évêques étaient trop gentils, que les curés étaient trop doux, parce qu'il fallait faire marcher fallait faire marcher tout ce monde-là à la baguette. Puis après, Louis XIV les a dissous, ils ont été remplacés par les jansénistes. La Révolution les a... Bon, ils n'ont pas été éliminés, les jansénistes, mais disons qu'ils n'avaient plus leur raison d'être une fois que la Révolution était arrivée. Puis après, c'est quoi? C'est les francs-maçons qui ont pris la suite. Hein. C'est qui a pris la suite? C'est toujours société secrète, notable, et gens qui font ça sous couvert de bienfaisance. C'était toujours la bienfaisance. C'est toujours sous couvert de bienfaisance. Oui, c'est ce qu'à chaque fois, on retrouve ça, hein, toujours des beaux mots. Alors, c'est toujours cruel, c'est toujours étatique, c'est toujours l'autorité prédatrice, et c'est toujours sous couvert de bienfaisance. Et ça n'a pas bougé d'un iota. Les façons de faire de l'époque et les façons de faire de maintenant, chaque fois que j'ai rencontré une dame un jour à une réunion de Maman Louve, j'ai rencontré une dame qui était travailleuse sociale et qui a dit qu'elle avait compris l'ASE en lisant La Marche rouge. Elle m'a fait un compliment, j'en ai rougi de vous, et puis elle a dit « Ah, c'est vous, Marion Sigaud, mais La Marche rouge m'a fait tout comprendre. » Voilà, je suis allée au cœur. J'ai voulu comprendre ce que c'était qu'un réseau pédocriminel au XXe siècle, puisque c'était en 1990-91 que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. Donc j'ai voulu trouver, et j'ai trouvé 4 siècles en arrière la même chose. La même chose, les mêmes réflexes, avec le même mépris, la même négation des sentiments, comment dirais-je, aucune commisération pour l'amour maternel, pour l'amour, rien. C'est d'une cruauté, oh là là. J'ai croisé le cas d'une jeune mère qui elle avait déposé son enfant parce qu'elle n'arrivait plus à le nourrir. Bon, vous savez, il y a des historiens qui ont dit que c'était la débauche, les femmes, les filles mères, pas du tout, c'était pour la débauche du tout. Il n'y avait pas forcément des filles mères, il peut y avoir des filles veuves ou des femmes qui avaient été abandonnées par leur mari qui était parti courir la gueuse ailleurs. Hein. Enfin, bon, des femmes se retrouvent isolées avec un enfant et elles n'arrivent plus à le nourrir. Elle ne l'abandonne pas, elle le confie à une institution qui se dit bienfaisante et qui veut, elle, s'occuper des enfants. Donc, on ne peut pas dire cette salope qui se débarrasse de son enfant. C'est une mère éplorée qui va accrocher au lange de son enfant une lettre déchirante où elle dit « il est baptisé, il s'appelle un tel, je voudrais m'en occuper, je n'y arrive plus, je vous le confie, je le reprendrai dès que ce sera possible, je vous supplie d'en prendre bien soin, etc. » avec un petit machin, une petite fleur, une petite médaille, un truc accroché au lange et tout. Bon. Et puis quelques années après, la fille, elle revient, elle demande son enfant. Parce que ça va mieux. Ben non. Mais pourquoi non? Ben non. Vous n'aviez qu'à pas. Enfin, je vous l'ai confié. Ben justement, fallait pas. Il y a une fille, elle a passé des années à essayer de récupérer son enfant, on n'a jamais voulu. Alors si c'est de la bienfaisance, pourquoi on ne les rend pas? Pourquoi on ne les rend pas? Oui, logiquement, ça doit être... c'est la logique. Ouais.
Elle le confie parce qu'elle ne peut pas l'élever, elle peut maintenant l'élever, elle vient le rechercher. Et ce qui prouve les démarches de cette jeune femme, dont je n'ai pas les noms ici, enfin c'est dans la marche rouge, hein, j'ai relevé son cas dans la marche rouge, dans le bouquin, si on lui a refusé et qu'elle a tellement insisté, c'est que dans l'esprit du public, c'était normal qu'elle essaie de le récupérer après. Dans l'esprit du public, on abandonnait son enfant en le confiant. Oui, on le confiait, effectivement. On le confiait, le confiait. Donc, dans l'esprit du public, l'institution avait une fonction de bienfaisance. Sinon, elle n'aurait jamais essayé de le récupérer. D'ailleurs, elle ne l'aurait peut-être pas abandonné. Si elle avait su qu'elle ne pourrait jamais le récupérer, elle l'aurait peut-être confié à une voisine ou à une copine. Oui, sûrement, oui. Donc, l'hôpital général avait une vitrine de bienfaisance et à l'intérieur, c'était atroce. C'était atroce. Vous savez ce qu'on faisait aux femmes qui accouchaient? Alors, il y avait des femmes qui rentraient à la salpêtrière, elles étaient enceintes, donc elles accouchaient à la salpêtrière. Bon, elles n'allaient pas sortir pour accoucher ailleurs. Eh bien, à peine le bébé sorti du ventre, on prenait le bébé, on l'envoyait à la couche pour trouver une autre nourrice. On ne pouvait pas lui laisser. On ne pouvait pas lui laisser. Elle avait ce qu'il fallait pour le nourrir puisqu'elle venait de l'accoucher. Elle avait donc du lait. On lui enlève. Ça y apprendra. C'était des gens haineux. Vous ne pouvez pas savoir la haine qu'ils avaient, ces gens-là, des femmes, des pauvres, des petits. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toujours, ils relevaient, ils retenaient la solution la plus mortifère pour tout le monde. Celle qui allait faire le plus souffrir, celle qui allait être le plus atroce. On a affaire à des pervers et à des sadiques, c'est effroyable. Et ils tenaient toutes les rênes du truc. Et le jour où l'archevêque a voulu regarder, hop, grève générale. Grève générale. Et on ne peut pas s'empêcher aussi, Marion, enfin, vous dites hein, que c'est mortifère et que ce sont des sadiques. Et effectivement, encore une fois, de faire le lien aussi avec ce qui se passe dans les écoles. Et vous dénoncez aussi l'éducation, la sexualité et tous ces lobbies LGBT, trans, machin truc. Encore une fois, on est obligé d'assembler les pièces du puzzle et on voit bien qu'il y a cette finalité d'asservir l'enfant, les parents aussi, de leur enlever l'autorité parentale et de saccager, je n'ai pas d'autre terme, la psyché et aussi le corps de l'enfant pour servir des desseins, des personnes. Ça, je veux dire, pour moi, c'est limpide. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet aussi, vous, Marion, oui, je le sais, mais aussi des personnes, parce que ça réagit énormément. Il y a beaucoup de commentaires. Voilà, des personnes. Je ne les vois pas, les commentaires, oui. Enfin, okay. Heureusement, je ne les vois pas, parce que si je les voyais. Oui, c'est pour ça, des fois, c'est difficile, parce que j'ai le regard qui part aussi, et forcément, c'est un sujet, en tout cas, les enfants, vous qui vous tient particulièrement à cœur, moi aussi. Et qui anime beaucoup de personnes et qui sont en colère en fait, et c'est légitime, mais on ne peut pas s'empêcher de voir que ces mécanismes sont en place encore et ça fait des siècles qu'ils sont là, et en plus là on interfère encore un peu plus dans les sphères privées, même si on ne vous a pas encore enlevé vos gosses en gros, mais on va intervenir dans l'école, dans les centres aérés, pour venir les polluer, venir mettre des choses dans la tête qui sont complètement folles, en fait, qui n'ont rien à faire dans ces institutions normalement. Mais voilà, le lien, moi, je le vois évidemment, et vous le dénoncez aussi, Marion, dans plein d'émissions, tout ça, c'est une folie de l'éducation à la sexualité, qui n'a rien à faire dans les écoles, et je voulais aussi saluer. Qui n'a rien à faire du tout, ni dans les écoles, ni ailleurs. On n'éduque pas à la sexualité. La sexualité, il y a un temps pour ça, c'est l'âge adulte. Qu'on fiche la paix aux gosses avec ça. Les gosses qui vont penser au sexe ne pourront jamais rien apprendre. Donc l'enfance, c'est la période de la vie où on est en apprentissage, où on est en formation, on n'a pas à faire interférer le sexe là-dedans. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut protéger, comme on a toujours fait, on a toujours protégé les enfants de la vision du sexe. Toujours. Maintenant, on les oblige à regarder. Avant, on les protégeait, on mettait la main devant, on les disait n'écoute pas, viens pas voir. Enfin, les films étaient interdits au moins de temps et temps. Enfin, il y avait toute une protection. Maintenant, c'est pas qu'on protège plus, c'est que maintenant, on oblige à voir. Oui, c'est ça. C'est une destruction de l'enfance. Les enfants doivent être protégés. Et de dire, oui, mais enfin, je suis contre cette éducation à la sexualité, il en faut une autre. Non, il n'en faut pas une autre. Il faut qu'on protège les enfants, au contraire, de ces choses-là. Et s'ils posent des questions, on leur répond.
mais ça n'a rien à voir. Entre répondre aux questions alors ça se fait en famille, entre répondre aux questions d'un enfant qui pose des questions et obliger tous les gosses à aller voir des trucs qu'ils n'ont absolument pas à voir, il y a quand même un monde. Et les parents sont là pour ça, pour répondre. Et si les parents ne savent pas quoi répondre, ben moi je suis bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des instances qui permettent d'aider les parents à dire les choses, etc. Mais pour répondre à des demandes. Pour répondre à des demandes, pas pour entrer par effraction et par violence dans la psyché des gens. Ben vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si on est avec quelqu'un et on voit brusquement par erreur, par, je sais pas, un écran, quelque chose d'indécent, on détourne le regard. On ne peut pas regarder ça avec les autres. On détourne le regard. C'est normal, ça s'appelle la pudeur. Là, c'est monstrueux. Oui. C'est monstrueux. Vous êtes très, très engagé sur ce sujet-là aussi. Je encourage vraiment à aller voir les amis, à aller sur la chaîne de Marion Sigaud, sur la chaîne YouTube. Elle est très, très active. Elle est invitée encore une fois à pas mal d'émissions. Et vraiment, je salue votre travail, Marion, une nouvelle fois. Lise. Mais vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites et pour tout cet engagement. Donc, ce livre réédité La Marche Rouge, moi, je l'ai acheté, vous l'avez vu, on en a discuté l'autre soir. Je crois que c'était dimanche soir ou lundi soir. Je ne l'ai pas encore reçu, malheureusement, mais ça ne saurait tarder. Je vous encourage à aller l'acheter. Et du coup, parce qu'il est réédité, et là, c'est vous, Marion, hein, cette fois. Voilà. Tout le monde peut se le procurer, Marion, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est sur Book Édition. Si vous faites la marche chez Marion Sigaud sur Book Édition, vous allez tomber dessus. Alors, je voudrais signaler que c'est un livre qui va être assez pénible à lire parce que les choses que je raconte sont dures à lire, mais il n'y a aucune complaisance, aucun sadisme, il n'y a aucune complaisance avec la violence. Aucune. Je veux dire, quand je vous dis qu'on enlève des enfants, c'est suffisamment atroce pour que vous réagissiez comme quelqu'un d'humain, mais vous n'aurez pas de détails scabreux, jamais. Avec moi, jamais. Oui, c'est juste, vous êtes éprise de vérité, de remettre l'église au milieu du village. Et, ouais. Alors, je prépare j'ai plusieurs livres en route qui vont sortir bientôt. Il y a celui que je suis en train d'écrire, qui va encore parler du sujet, mais de façon beaucoup plus contemporaine. Et j'en suis aux 5 dernières pages. Ah, a avancé depuis la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. J'ai avancé, oui, pas de trop, pas de trop. Je suis encore toujours sur ces 5 dernières pages. Ça avance, peut-être plus que 4 d'ailleurs, je ne sais pas. Je vais y arriver. Et après, je repasserai encore à autre chose. J'ai beaucoup de projets, Mais là, la réédition de tous vos livres aussi. Et j'ai la réédition. Alors, je vais rééditer Voltaire. Je vais rééditer également De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise parce que on me demande souvent, est-ce que vous avez un livre qui explique la montée vers la révolution? Oui. Ça s'appelle de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, l'absolutisme royal et ses opposants. C'est sur 16 chapitres, comment on passe de Henri IV à la révolution. Et c'est assez truculent, hein. Il y a des trucs assez rigolos. J'aime bien. Je suis assez truculente aussi dans mon genre. Hein. Je raconte pas que des histoires atroces, je sais raconter des histoires drôles. Notamment, mon Voltaire et plein de trucs, paraît-il, où les gens éclatent de rire. Mais vous avez, je vous le dis souvent, hein, mais vous avez cette façon, et d'ailleurs c'est apparu dans les commentaires aussi, vous êtes passionnante en fait, on a envie de vous écouter. Enfin, moi, vous allez me faire rougir. Vraiment, c'est sincère. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis à chaque fois, mais on aimerait tous avoir une prof d'histoire qui soit passionnante et en plus qui dise la vérité. Voilà, et qui dise une autre version et qui soit vraiment travaillée et avec sincérité. Donc, vraiment, merci infiniment, Marion. Merci Elise, merci surtout de me donner la parole et merci à vous tous qui me suivez. Vous savez, à l'âge que j'ai plus grand chose à attendre sauf de continuer jusqu'à la mort ce que j'ai commencé. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Moi j'avais passé 50 ans, je n'avais pas encore tout compris. Et puis à 51, 52, là, j'ai compris plein de trucs. Et je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre, mais je vais les utiliser à tout donner, quoi, à tout balancer, tout. Merci Marion, vous êtes précieuse. Et évidemment, on vous souhaite encore beaucoup de temps à nous informer, à nous dire la vérité et à remettre, voilà, encore une fois, l'église au milieu du village et la vraie histoire. C'est primordial. Il me semble que, encore une fois, je sais pas, un peuple qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas ses origines réelles, ne sait pas
il ne peut pas savoir où il va. Oui, En tout cas, c'est ma propre conviction et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et on l'a vu ce soir, notamment avec les prémices de l'ASE. Ben, on n'en est pas là aujourd'hui pour rien. Et ça, c'est valable pour plein de choses, comme vous disiez, les Lumières, la Révolution. Tout ça, on n'en est pas là aujourd'hui pour rien. Voilà. Merci Lise. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'être là. Merci. Et puis, ben, évidemment, vous êtes la bienvenue pour d'autres émissions, Marion, comme d'habitude. Merci à tous et toutes d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée, malgré tout. Et encore une fois, hein, c'est pas par plaisir, comme le disait Marion aussi, qu'on parle de tout ça et qu'on aborde ces sujets-là. Au contraire, mais il faut connaître la vérité, il faut la partager pour éveiller le plus de personnes possible et le plus de parents possible. Nous sommes tous concernés par ces sujets-là et il faut à un moment donné arrêter cette folie. Je vous souhaite il faut les arrêter. Nous les arrêterons. Nous les arrêterons. Nous sommes en train de les arrêter. On me demande pourquoi c'est pas encore fait. Je dis parce que quand vous avez un paquebot lancé à pleine vitesse, il faut tout le temps pour le ralentir, l'arrêter, lui faire demi-tour et le faire repartir. C'est très lent. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est très juste. Merci beaucoup. Merci Marion. Merci pour cette touche d'espoir aussi. À très bientôt Marion. Merci à toutes et tous. Je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure. Et mercredi, on sera avec Dominique Delaware. Passez une belle soirée. Au revoir. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.